Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. David Santarossa est avec nous comme tous les jours. Bonjour David. Salut Alexandre. Écoute, tu voulais nous parler aujourd'hui de luxe, hein? Un sujet assez intéressant, merci, mais pas le luxe comme on l'entend, là. Pas les voitures rapides, coupées, pas les Rolex, pas les sacs à main haute couture. Non, tu veux nous parler des idées et des croyances de luxe. Ouais, c'est exactement ça. C'est le docteur en psychologie Rob Anderson qu'on peut suivre notamment sur Twitter, qui est vraiment intéressant, qui parle, c'est ça, des croyances de luxe, ce qu'il appelle en anglais les luxury beliefs. Donc, aujourd'hui, c'est sa thèse, si on veut. Les vedettes, bon, ils partent quand même encore de quelques vêtements et de quelques voitures de sport, mais c'est vraiment les croyances, leurs opinions qui font en sorte qu'ils montrent leur statut de personne riche. Et ces croyances, c'est ce qui explique, ou ces opinions n'affectent pas véritablement leur vie. Je pourrais donner un exemple. Il y en a, on pourrait en faire toute une liste, là. Ça va être intéressant d'en discuter. Oui. Prenons l'exemple de l'environnement, hein, qui est un sujet ultra important. On en parle notamment ces jours-ci avec les feux de forêt. C'est super important. Ben, combien de fois on a entendu Leonardo DiCaprio ou Bono faire la leçon sur la question de l'environnement? Ben, Souvent. beaucoup trop de fois, c'est ça exactement. Ça devient même agaçant. Donc, c'est ça l'idée des croyances de luxe, c'est que eux se mettent en position, donnent un certain statut à leur propre personne en défendant des idées qui sont vertueuses. En fait, on peut difficilement être contre l'environnement, mais finalement, est-ce que ça affecte véritablement leur vie? Ben non, Leonardo DiCaprio continue de se promener en jet privé, tout comme Bono. Donc, c'est un peu ça l'idée des croyances de luxe. Oui, mais en même temps, d'avoir, puis j'essaie de comprendre, là, je comprends que quand on dit croyance de luxe, c'est que c'est vraiment pour amener un certain prestige. On va parler de certains sujets comme ça, comme l'environnement, justement pour montrer à quel point on est vertueux. Là. Je pense que le terme que tu utilisais est excellent. En même temps, avoir un porte-voix, avoir une présence médiatique forte, avoir une célébrité de laquelle on bénéficie, c'est pas justement le devoir un peu de ces gens-là de se faire les porte-paroles de certaines causes comme celle-là? Je t'avoue que je suis d'accord que quand on parle de Leonardo DiCaprio, par exemple, on va avoir quelqu'un qui a une certaine hypocrisie, là. C'est bien sûr qu'il se déplace en jet privé tout le temps puis que son empreinte carbone doit être à peu près le quinttuple de la tienne ou de la mienne. On s'entend, David, mais au final, prendre la parole, je veux dire, est-ce que ça peut nuire sur des enjeux comme le climat, comme ça? J'ai de la misère à y en vouloir, moi, personnellement, à Leonardo. Ben, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que l'élite a une certaine responsabilité sociale dans les sociétés, parce que justement, ils ont des tribunes. Là où c'est là que ça devient peut-être un peu plus intéressant, un peu plus complexe aussi, c'est que les croyances de luxe peuvent nuire parfois aux plus pauvres. Prenons l'exemple OK. de l'environnement, prenons un sujet concret. On parle actuellement qu'on souhaite augmenter le prix des billets d'avion, hein, pour inclure une taxe carbone. D'accord, ben, qui est-ce que ça va toucher le plus, une telle taxe? Ben, ça va être les familles les plus pauvres. En fait, les personnes qui vont voyager aux 3-4 ans, puis qui vont mettre de l'argent de côté à chaque année. Puis là, on va aller avec la petite famille à Walt Disney. Les plus riches, ben, même si tu doubles leur billet d'avion, ils vont pouvoir voyager, même si ça coûte 20 000 leur billet d'avion en première classe. Donc, c'est un petit peu ça l'idée aussi, c'est qu'au final, oui, l'environnement, on est tous pour, mais est-ce que ça va toucher les classes, moins aisées, finalement? Et c'est là que ça devient une croyance de luxe. On a l'impression que si on appliquait leurs idées, c'est les gens les plus pauvres peut-être que ça coûterait le plus cher, en fait, là. Ouais, puis j'imagine qu'on peut même extrapoler à d'autres domaines, par exemple, tout ce qui est là, la frénésie vers l'auto électrique. Là. Là, on taxe beaucoup les véhicules à essence, on veut taxer les VUS, les véhicules utilitaires sport, puis on comprend pourquoi. Le problème, c'est que ça va venir affecter des gens qui sont éloignés des grands centres, qui ont moins, eux, d'accès justement à la mobilité électrique, puis c'est eux, au final, qui vont payer un prix même s'ils sont dans une situation où ils peuvent pas utiliser ce genre de service-là. On s'entend, c'est un peu ça que tu veux dire par idée de luxe, là, concrètement. Ouais, c'est exactement ça, hein. Des fois, je parle avec des gens d'environnement et je leur demande
quel sacrifice es-tu prêt à faire pour l'environnement? Ils me disent: «Ah ben, je suis prêt à m'acheter une voiture électrique», par exemple. Là, probablement qu'ils pensent à quelque chose comme une Tesla. Donc tu te dis: «Bah, il y a plus gros sacrifice que ça dans la vie, Où on j'imagine», s'entend. là. On s'entend, c'est pas nécessairement un gros sacrifice. Là, on parle d'environnement, mais d'autres idées de luxe, par exemple. En as-tu d'autres exemples, peut-être, qui peuvent venir être concrets, Ouais, là, qu'on peut bien comprendre comme ça? ouais, à mon sens, souvent dans les classes plus aisées, on va défendre toujours une plus grosse, hausse de l'immigration, en disant justement qu'il faut être ouvert sur le monde et tout ça. Évidemment, il faut être ouvert, aux autres, ça va de soi. Mais est-ce qu'à nouveau, ça aide les gens les plus pauvres? Pensons, à la pénurie de main-d'œuvre actuellement. Ben, on le sait que ça tend à faire en sorte que les salaires vont être à la hausse. Les salaires ont augmenté dans les dernières années, ce qui est une bonne chose au final, la pénurie de main-d'œuvre. Bon, après ça, évidemment, il y a Ouais. une limite à cette pénurie-là, là, Ouais, c'est mais ça a sûr, là. certains avantages. Ça a quelques avantages, peut-être, disons-le comme ça, ouais. Ouais, exactement. On pourrait dire une pénurie de main-d'œuvre contrôlée, on pourrait dire comme ça. Bon. Et pensons aussi à la crise du logement. Maintenant, c'est quand même assez bien documenté que l'immigration envenime la crise du logement. Évidemment, c'est logique. Si tu fais entrer des personnes au Québec, au Canada, bien évidemment, on va besoin de construire plus de logements. Puis au Canada a quand même d'immenses ambitions en immigration. Donc maintenant, même les banques le reconnaissent que ça peut envenimer la crise du logement. Donc, c'est le genre de choses, à nouveau, si t'es une personne très riche, est-ce que la crise du logement va t'affecter? Ben non, parce que tu vas avoir ta maison à 2 millions, 3 millions et plus probablement, là. Donc, à nouveau, une autre idée de luxe qui nous fait beaucoup réfléchir, je pense. Ouais, puis c'est certain. En plus, au niveau du logement, on en parlait hier à l'émission là, avec Yves Daoud là, de la section économique qui nous rappelait quelque chose aussi là, avec les feux de forêt, mais le prix du bois va augmenter. Le prix des matériaux de construction était déjà Hmm. tellement élevé. Puis là, le bois d'œuvre explose en prix parce que la ressource a été brûlée de manière incommensurable. On a des gens après ça qui peuvent pas travailler aussi dans le milieu là, des scieries, des pâtes et papiers et autres. Puis là, on se retrouve avec ce double problème-là. On construit déjà pas assez en ce moment au Québec puis au Canada de manière générale. On a de la difficulté parce que les matériaux sont de plus en plus élevés, donc il y a de moins en moins de gens qui veulent construire tout de suite, qui préfèrent attendre. Puis on hausse les cibles en immigration, donc tu fais bien de le mentionner. On a besoin de plus en plus d'habitations, de logements, ce qui fait qu'on a des prix complètement bazou-zinzin à Montréal, entre autres, pour des logements. Mais Mhm. même ailleurs, là, c'est rendu complètement cinglé, essayer de se loger. Puis là, on est dans les pires jours de l'année, David. Là, on est juste avant le 1er juillet, c'est ce samedi que ça s'en vient. En ce moment, là, on va en avoir, là, c'est sûr, là, dans les prochains jours, des histoires tristes là, de gens qui se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont pas de logement encore puis qui sont en attente. Déjà qu'on a une augmentation, là, une explosion. À chaque année, ça revient, mais là, c'est pire que jamais, d'abandon d'animaux de compagnie aussi. Donc, c'est cette espèce d'effet domino aussi, hein, du côté de la crise du logement. C'est tellement gros comme phénomène, puis il y a tellement de choses qui viennent l'envenimer. Puis tu fais bien de parler un peu de ces idées de luxe-là qui viennent pas te donner un coup de pouce là-dedans, David. Ouais, parce que, hein, on le rappelle, c'est quand même le conseil du patronat aussi qui pousse le plus possible pour, une hausse de l'immigration. Bon, eux autres aussi, ils voudraient, augmenter on le comprend là, augmenter la construction d'habitations, mais comme tu l'expliques très bien, ça se fait pas en criant ciseaux. Puis il y a des personnes qui se font construire, comme on dit, qui se font construire une maison, je sais pas, disons, ils se font annoncer par le contracteur, ça va coûter, 400 000, 500 000. Et puis quelques mois après, le contracteur va dire: «Ben, avec le prix du bois, ça va être 50 000, ça va être 100 000 de plus peut-être». Ouais. Donc ouais, il y en a plein qui vont se faire pincer comme ça, j'ai envie de dire, là. La bonne nouvelle, David, c'est qu'au Québec, on a une tolérance extrêmement élevée au dépassement de coûts. C'est ça que j'ai le goût de te dire. Chaque fois qu'on a un projet ou une infrastructure, c'est drôle, c'est jamais le coût qu'on a indiqué. Là, on est à quoi? Presque 200%, je pense, sur le pont, les travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. On n'a pas encore le prix final, puis on n'a pas non plus la date butoir. On a déjà des objectifs en quelques Mmh. années de réussir les travaux de réfection. Est-ce qu'on va dépasser les coûts? Est-ce qu'on va dépasser le temps de construction, David? J'ai hâte de voir. Selon l'historique, On tout le temps, ça arrive constamment. Donc, j'ai bien hâte. on se Ouais. on se demandait en début de semaine, Alexandre, ce qui définissait la culture québécoise. Peut-être que les dépassements de coûts font partie de cette culture-là. Ouais, les dépassements dans les infrastructures. Peut-être un autre exemple, David, de ces idées de luxe-là, un autre pour Ouais. nos auditeurs? Ouais, on entend beaucoup parler, par exemple, de privilèges blancs.
hein. C'est une des choses à la mode. Il faut dire: «Ah oui, mais moi j'ai certains privilèges dus à ma couleur de la peau» et c'est généralement des vedettes, souvent ce sont des journalistes, ben, eux autres sont déjà en très bonne position. Donc, si on leur enlève, un contrat à cause de ça, puis généralement, ils en perdront pas de contrat parce qu'ils ont un immense capital social, hein. Ils connaissent beaucoup de monde, ils sont connus par beaucoup de monde. Ben, eux autres, ça leur les affectera pas nécessairement. Mais la personne qui le fils de la coiffeuse de la tuque, lui, va peut-être plus en souffrir si on commence à imposer des quotas obligatoires, par exemple, comme on a vu à l'Université Laval, par exemple. Je vous dis pas que c'est comme ça partout dans la société, Mmh. mais ça fait réfléchir finalement. Et la question qu'il faut toujours se poser, c'est: «OK, mais ça va servir à quoi tout ça?» Et Mmh. si je peux conclure sur cette idée-là des croyances, de luxe, c'est que il y a quelque chose qui commence à m'inquiéter, que c'est une certaine élite, qui défend certaines idées et monsieur, madame, tout le monde ne les défend pas nécessairement. Il y a de plus en plus une scission, une division entre l'élite et monsieur, madame, tout le monde et c'est pas encourageant. Je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine cohésion entre l'élite et les classes populaires. Il faut que l'élite essaye de tirer les classes populaires vers le haut sans pour autant les trahir en quelque sorte et être totalement déconnectés. Donc Ouais. je pense que c'est important d'être dit ce matin. Puis tu fais bien de le mentionner, David, parce que des exemples de déconnexion là, de l'élite, ben malheureusement, la CAQ s'est mis beaucoup les pieds dans les plats, hein, des dernières semaines, particulièrement sur le logement, qu'on jasait il y a quelques minutes. Là. Oui, Puis nos collègues du c'est journal vrai. hier qui ramenaient là, les chiffres du parc immobilier possédé, par exemple, par les ministres du gouvernement en ce moment. Puis c'est sûr que de dire, là, ah ben, du côté de Madame la ministre de l'Habitation, là, Madame Francine Duranceau, de dire, ah ben, si vous avez un problème avec vos bails, là, ben, vous avez juste à vous acheter une maison, puis qu'on apprend qu'elle a acheté sa première maison, Mmh. 750 000, cash, pas d'hypothèque. Mais c'est sûr que la déconnexion est plus tangible, là, vraiment, que jamais à l'approche de ce 1er juillet, Voilà. David. Donc on est vraiment dans la croyance de luxe, à ce moment-là, c'est bien résumé. C'est bien résumé. David Santarosa, merci d'avoir été là. À demain. Merci, salut.